crise boursière. Et là, il m'a fallu 10 ans pour m'en remettre. Quel avantage pour les jeunes à l'assurance vie que n'a pas forcément le PEA, par exemple? Tu peux mettre beaucoup moins de choses sur un PEA que sur une assurance vie. Donc, fonds en euros, capital garanti, d'accord. UC, le capital n'est pas garanti. J'étais me positionner en bourse à mort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. On prend vos messages sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree qui est par exemple dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Ou alors, vous nous écrivez directement à l'ancienne au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Côté actu, on apprend aujourd'hui qu'Elon Musk devient le premier homme à franchir la barre symbolique des 600 milliards de dollars de fortune. Affaire à suivre avec la potentielle introduction en bourse de SpaceX en 2026. Quant à nous en France, eh bien nous sommes toujours en attente du budget pour 2026. Objectif l'avoir avant le 31 décembre 2025, mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, émission spéciale dédiée aux placements préférés des Français. Non, je ne parle pas de l'immobilier, mais de l'assurance vie. 19 millions de détenteurs pour 56 millions de contrats. Oui, c'est le placement préféré des Français, mais c'est aussi le plus mal compris. Alors, à la fin de cette émission, je vous le promets, vous saurez tout sur l'assurance vie, mais pour une émission spéciale, il me faut des invités spéciaux. Il commence par aimer les maths, beaucoup, assez pour devenir ingénieur, assez pour travailler en Angleterre sur des moteurs d'avion. Oui, ceux qui font voler l'Airbus A380 chez Rolls-Royce, il ne se contente pas de faire tourner des réacteurs. Il finit même finaliste d'un concours d'innovation interne sponsorisé par Cathay Pacific, puis il traverse l'Atlantique, direction Stanford, la data science et la Silicon Valley, start-up en série A, puis en seed, là où on code vite et où les plans changent encore plus vite. Il crée ensuite sa propre société aux États-Unis dans le transport maritime. Il passe par Y Combinator, revient en France pour concilier l'État et plusieurs entreprises avant de se lancer en 2021 sa propre structure d'investissement. Clément Renaud est avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Amaury. Voilà, tu es aujourd'hui cofondateur de Louvainvest. On va en parler dans quelques instants. Il commence sa carrière du côté des tableurs, audit, fusion-acquisition chez Mazars puis Deloitte. Très vite, il passe du chiffre à la pierre, devient directeur financier d'un grand groupe immobilier, le futur BNP Paribas Immobilier, avant de prendre la tête d'un groupe industriel qui restructure à l'international en 2007. Il tombe sur un drôle d'objet financier, les SCPI. Il en prend les commandes, les transforme et surtout, il se dit que l'épargne immobilière peut être plus simple, plus lisible, plus ambitieuse. Alors en 2011, il crée sa propre maison, invente de nouvelles SCPI, s'attaque aussi au marché des obligations, puis lance sa propre compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il pilote un groupe présent dans plusieurs pays avec des milliards d'euros sous gestion. Frédéric Puzin est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Amaury. Donc tu es aujourd'hui président fondateur du groupe Quorum. Bienvenue à tous les deux, je suis ravi de vous avoir. Alors, vous avez 2 points communs. C'est que vous êtes tous les deux déjà venus dans la Martingale, voilà, avec Mathieu, qu'on salue. Et aujourd'hui, vous travaillez ensemble. Je propose peut-être un petit tour de table rapide. Peut-être, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Louvainvest, voilà, en quelques mots, et on reparlera plus en détail à la fin de cette émission, une fois qu'on aura expliqué, qu'on aura tout compris sur les SCPI, un petit peu plus précisément ce que vous faites. Absolument. Bah écoute, Louvainvest, du coup, c'est une société qui a été lancée en 2021 avec pour ambition de démocratiser l'investissement en SCPI, donc notamment via 2, on va dire, innovations. La première, c'est d'avoir fait une plateforme 100% digitale qui permet d'investir dans la plupart des meilleurs SCPI du marché. Et la deuxième, c'est une petite révolution sur les frais via l'introduction d'un système de cashback qui fait que sur certaines SCPI, les clients peuvent bénéficier de frais réduits. Donc depuis 2021, la société a bien grandi. Aujourd'hui, on a plus de 11 000 clients et on a un total investi par nos clients qui est d'un peu moins de 450 millions d'euros. Et cette année, on est absolument ravis parce qu'on aura à peu près 180 millions d'euros qui nous auront été confiés par nos clients, enfin, ou plutôt qui auront été confiés à des SCPI par notre intermédiaire de la part de nos clients. Et évidemment, depuis cette fin d'année, nous sommes absolument ravis de lancer un tout nouveau contrat, l'assurance vie, dont on va vous parler en détail. Voilà, c'est en partie, ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet du jour. Et Frédéric, quelques mots sur Quorum, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Quorum. Alors non, on vient au départ de la gestion obligataire. Et puis, on a développé une activité de gestion de SCPI. Et au bout de quelques années, on s'est dit que c'était pas si idiot que ça de monter notre propre compagnie d'assurance.
Voilà, qui est un petit peu un challenge et qui est un petit peu un ovni dans ce monde de l'assurance vie, puisque je crois qu'il n'y avait pas d'assurance vie qui s'était créée avant nous depuis une vingtaine d'années et par une grande banque. Donc voilà notre métier, et j'étais heureux de t'entendre dire tout à l'heure que ta mission c'était d'expliquer l'épargne et de la rendre plus simple et compréhensible par tous. Et là on va s'attaquer à un sacré morceau pendant l'heure qui vient, parce que le contrat d'assurance vie et l'assurance vie c'est un sacré morceau. Ah mais là il y a beaucoup de choses à dire, et voilà, là on a une belle équipe pour faire tout ça. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite anecdote, on en parlait en off, voilà, juste avant de lancer ce live, Frédéric. Voilà, t'as eu une petite tes premiers investissements, t'as eu une petite mésaventure, tu t'es endetté pour investir, pour emprunter. T'étais jeune, je crois. T'avais quoi? T'avais 23 ans? Ouais, 20 ans, 21 ans. Ouais. 21 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton expérience, voilà, pour tu sais, c'est comme les gosses, tant qu'ils sont pas brûlés, ils savent pas ce que c'est que de se brûler. Donc, jeune étudiant en économie, pas mal de maths appliquées, etc. Donc, évidemment, j'avais tout compris. Tu sais ce que disait Clémenceau, hein, avant moi, des incapables, après moi, des incompétents. Donc, entouré de gens, voilà, je faisais un stage dans une banque et on allait voir ce qu'on allait voir. Donc, le coup de génie, ça a été de faire un prêt étudiant, et au maximum de ce que je puisse faire, et de faire des trucs hyper techniques à l'époque en bourse. Voilà. Alors, acheter à découvert, du leverage dans tous les coins. Bon, bref. Voilà. Et septembre 87, quelques semaines après la fin de mon stage, après avoir fait mes investissements, crise boursière. Voilà, et là, il m'a fallu 10 ans pour m'en remettre. Voilà, donc ça a été un premier chemin initiatique et qui m'a permis de comprendre 2-3 mécanismes et de revenir à une certaine réalité que j'applique depuis. Non pas une certaine prudence, mais à une certaine approche de l'investissement et de l'épargne un peu plus, on va dire, reptilienne. C'est-à-dire que, en fait, la meilleure façon de faire des affaires, c'est d'acheter quand c'est en bas et de revendre quand c'est en haut. Ça, c'est facile à faire, tout le monde rêve de ça. Mais des fois, malheureusement, on est embarqué par le consensus, par l'ambiance, et on oublie un petit peu ses fondamentaux. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Voilà. Effectivement, on a vite fait de se laisser emballer. Toi, Clément, t'as déjà un investissement où tu t'as mis 10 ans à t'en remettre? Tu t'es Alors, dit, 10 ans, non. ouais. Heureusement, si je peux dire. Mais en tout cas, j'ai eu un peu une mésaventure qui ressemble à celle de Frédéric, puisque avant de lancer Louvainvest, la première chose qu'on avait fait avec mon associé Théophile, c'était d'abord d'essayer de faire du trading algorithmique de crypto. Donc un peu comme ce que tu dis, Frédéric. Et moi, tu vois, j'avais découvert des concepts comme le market making. Ça fait beaucoup de mots dans la même phrase qui sont assez risqués. Ouais. Et donc je venais de découvrir le market making. Tu vois, on se disait waouh, ça a pas l'air si compliqué. Et bon, et alors on a perdu pas tant que ça, quelques milliers d'euros, mais on s'est quand même rendu compte que voilà, on a eu une période, je pense, de 1 mois et demi pendant laquelle on ne faisait que gagner. Et c'est vrai que c'est assez addictif de se rendre compte de ça et de tout à coup voir et se prendre une grande claque. Ça fait du bien aussi, en fait, parce que comme ce que dit Frédéric, tu vois, moi il y a quand même des similarités. J'ai fait d'abord trading algorithmique de crypto avant de revenir sur des SCPI, tu vois. Donc, il y a eu un petit côté, je me suis dit, bon, allez, il y a quand même des choses peut-être un peu plus terre à terre. Ben oui, mais c'est comme dans les cryptos, hein. Moi, voilà, j'ai fait pas mal d'altcoins, etc. Puis petit à petit, on revient sur Bitcoin, on revient aux choses plus sages, entre guillemets, aux fondamentaux. Enfin bref, bon, vous l'avez compris. Là, on a deux personnes d'expérience, voilà, qui vont vous faire bénéficier de tout ça. Et puis à la fin, évidemment, comme d'habitude, les 2 questions cash en fin d'émission. D'abord, bon, commençons par le commencement. Déjà, quand on dit assurance vie, bah souvent il y a plein de gens qui c'est quoi, c'est une assurance décès, on pense qu'il y a un rapport avec la mort, etc. Bon, effectivement il y en a un parce qu'il y a celui de la transmission, mais c'est beaucoup plus riche que ça, et c'est pas tellement ça. Comment est-ce qu'on pourrait définir, là vous rencontrez quelqu'un dans la rue là maintenant tout de suite, vous devez lui pitcher là en 2 minutes c'est quoi une assurance vie, qu'est-ce que vous lui dites en fait, Frédéric ou Clément, comme vous voulez. L'assureur quand même. Ouais, allez, alors mais non, mais je te laisse reprendre la balle au rebond. En fait, il faut d'abord se mettre dans la peau de celui qui a créé l'assurance vie. Celui qui a créé l'assurance vie, c'est l'État. Alors on va refaire un petit peu d'histoire, mais au départ, l'État a besoin de se financer. L'État a toujours eu besoin de se financer. D'ailleurs, c'est vraiment d'une actualité, on va dire, brûlante. Le sujet est assez simple. En gros, prête-moi ton argent pendant quelques années, et en contrepartie, je te fais une ristourne fiscale. Je te fais un cadeau. Prête-moi ton argent et je te fais un cadeau. Je ne vais pas te payer beaucoup d'intérêts, mais tu auras un cadeau. Voilà, une réduction d'impôt. Donc ça sert à quoi? Ça sert à l'État à se financer. Et la contrepartie, c'est on prête son argent dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, qui est un dispositif fiscal. Alors autour, on va mettre le terme assurance vie, parce que oui, l'avantage fiscal, il va permettre notamment la transmission. Et au bout de 8 ans, on commence à avoir un gain fiscal. Donc il faut bloquer au minimum 8 ans
et derrière, il y a le gain fiscal. Et en contrepartie, cet argent, historiquement, elle ne part pas en bourse, elle ne part pas dans les obligations, elle ne part pas dans les SCPI, par exemple. Ça sert à financer la dette de l'État. Il faut savoir que le fonds euro, ce qui est dans les assurances-vie, avec un capital garanti, bah oui, comme on prête à l'État, on peut garantir le capital, voilà, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, en France, ça marche. Pour l'instant. Voilà. Et comme l'État s'entraide sur le très long terme, eh bien, on va avoir ce petit cadeau fiscal à la fin, enfin, qui est plutôt intéressant. Mais l'État, ça lui permet vraiment de financer son budget. Je crois que c'est près de 28% du budget de l'État, enfin, de la dette de l'État est financée via le fonds en euros. Voilà. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et puis, il y a un moment, on se souvient, il y a quelques années, vous vous souvenez, l'argent valait rien. C'est-à-dire que les États empruntaient pour zéro. En fait, l'argent était tellement facile que voilà, c'était plus si utile que ça, le fonds euro. Donc, les États avaient aussi besoin de guider l'épargne vers... Flécher l'épargne. Flécher, ouais. Exactement. Donc, après l'avoir fléché vers le financement de l'État, il y en avait assez. On l'a fléché vers l'économie réelle. Ben oui, parce que l'économie réelle, ça permet aussi à l'État de récupérer des taxes. Donc, si je donne de l'argent à des entreprises ou à l'immobilier ou sous forme d'emprunt aux entreprises, je vais pouvoir augmenter l'activité, donc prélever des taxes. Et toujours, il y a une petite logique derrière. Et c'est comme ça que sont apparus un autre truc, un vilain mot qui s'appelle les UC. UC, ça veut dire unité de compte. Donc, dans mon contrat d'assurance vie, je ne mets pas des actions, je ne mets pas des obligations, je ne mets pas des SCPI ou tout ce que tu veux. Je mets techniquement ce qu'on appelle des unités de compte. Donc, fonds en euros, capital garanti, d'accord ? UC, le capital n'est pas garanti. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée, et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Mais la contrepartie, c'est que normalement, tu as plus de performance dans les UC. Comme tu prêtes à l'État il ne va pas payer beaucoup d'intérêts. Donc, tu as moins de performance. Voilà, synthétiquement. Si je résume un peu pour ceux qui nous rejoignent, l'État a dit, bon, je vous fais un cadeau parce que j'ai besoin d'argent. Donc, voilà, financez-moi. Sauf qu'au bout d'un moment, ça rapportait plus tant que ça. Donc, il fallait quelque chose de plus sexy. Et donc, l'État a dit, bon, j'ai besoin aussi qu'on finance un petit peu l'économie réelle. Je vais aussi vous faire des cadeaux sur l'économie réelle. Et on arrive à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire, effectivement, fonds euro où on prête notamment aux États, effectivement les unités de compte où il y a un peu tout. Tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça, tout et n'importe quoi. Et on va voir aussi parce qu'il n'y a pas tout non plus encore, et on va voir notamment s'il y a peut-être d'autres choses qui viendront bientôt. Clément, tu as autre chose à ajouter là-dessus, sur cette présentation un petit peu de ce qu'est une assurance vie ? Je pense qu'on reviendra un peu en détail sur les différents abattements dont parle Frédéric, parce qu'effectivement les différents gains fiscaux sont très intéressants. Peut-être juste par rapport à ta question initiale, par rapport à l'assurance décès, c'est une différence quand même fondamentale à bien avoir en tête, c'est que dans le cas d'une assurance décès, en fait, on va payer pour une assurance et si jamais la personne qui est assurée décède, ses proches, par exemple, pourront recevoir une somme qui est généralement déterminée à l'avance. Là, sur l'assurance vie, c'est pas le cas, puisqu'en fait, sur une assurance vie, les personnes, lors du décès de l'assuré, c'est ce qu'il a mis dans son contrat et potentiellement ce qui a été généré en plus qui va aux bénéficiaires. Donc ça, c'est peut-être quand même un point à garder en tête, c'est que, comme le rappelait Frédéric, vous ne savez pas nécessairement, surtout sur des supports en unité de compte où il n'y a pas de garantie en capital, vous ne savez pas exactement quelle sera la somme à la sortie. Ok, bon, là on a vu un petit peu pourquoi ça a été créé. Maintenant, peut-être avant de se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur, on peut peut-être finir un petit peu sur l'enveloppe, ce qu'elle apporte. Donc, j'ouvre une assurance vie et au bout de 8 ans, j'ai un avantage fiscal. C'est quoi cet avantage fiscal ? Alors,
Alors là, en fait, le premier avantage fiscal, merci, c'est que si tu veux faire des retraits à partir de 8 ans, parce que ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, au bout de 8 ans, tu peux quand même retirer ton argent avant si tu le veux. Hein. Tu n'as pas de limite par rapport à ton argent, il n'est pas bloqué, mais si tu retires au bout de 2 ans, tu n'as aucun avantage. Voilà, donc ça, c'est le deal. Donc c'est important de le préciser, parce que parfois, il y a des gens qui pensent que c'est bloqué. Ça n'est pas bloqué, ça, c'est pour ça que voilà, vraiment, c'est important d'avoir bien ça en tête. Ça n'est pas bloqué, mais les gains, en tout cas, le gain dont on va parler maintenant, c'est qu'au bout de 8 ans. Et donc ce qui va se passer par exemple, c'est que si tu fais des retraits, tu vas avoir un abattement sur la portion donc de l'impôt sur le revenu. Donc pour rappel, sur ce qu'on appelle les revenus financiers, tu vas avoir un impôt qu'on appelle un peu communément la flat tax, qui est composée de 17,2%, alors jusqu'à présent, ça va peut-être monter bientôt, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Et donc, quand tu regardes sur l'assurance vie, si tu sors au bout de 8 ans, tu as un abattement, ce qui fait que, par exemple, sur la portion des gains qui va sortir, donc je sais pas, imaginons que tu as un contrat sur lequel tu as versé 100 et ça vaut 200. Donc tu as la moitié en fait sur ton contrat qui sont des intérêts ou des gains de ton contrat et l'autre moitié sont tes versements. Donc évidemment sur la partie de tes versements, tu payes pas d'impôt. Tu mets 100 à l'intérieur, tu sors 100, c'est normal que tu ne payes pas d'impôt. Sur les 100 d'intérêts, imaginons que tu retires une somme, la moitié de cette somme sera donc considérée comme étant la part des versements retirés, l'autre moitié sera la part des gains générés. Sur ces gains, tu vas pouvoir faire un abattement de 4 600 € si tu es une personne seule ou de 9 200 € si tu es en couple, ce qui est donc extrêmement intéressant, notamment pour faire ce qu'on appelle des retraits programmés où tu vas retirer chaque année, histoire de te générer une sorte de revenu complémentaire, un peu comme on pourrait le faire sur de la SCPI. Et alors, pour bien comprendre, quand on dit qu'effectivement, il y a cet avantage fiscal après les 8 ans, on parlait de flat tax. La flat tax, c'est notamment ce qui se passe, que ce soit pour les cryptos, pour la bourse. Bon, alors, il n'y a pas de crypto dans l'assurance vie encore. Bon, on en parlera peut-être à la fin de cette émission. Mais bon, là, quand on parle de la bourse, alors la bourse, ça peut être, des stock picking avec une seule action. Ça peut être des ETF, des trackers. Mais est-ce que cet avantage fiscal, il est pareil quel que soit le sous-jacent entre guillemets qu'on retire dans l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on retire de l'argent du fonds euro, de la bourse, d'une SCPI, c'est pareil? Ou alors il y a des différences suivant le sous-jacent qu'on comprenne bien Non, c'est pareil. Donc tu as l'avantage, cet abattement du coup qui s'applique. Alors il y a quand même quelques spécificités parce que ça va dépendre également, par exemple, de la somme des versements que tu as fait sur tous tes contrats. Enfin, t'as pas mal de spécificités parce que le taux d'impôt sur le revenu peut être légèrement bonifié dans certains cas. Néanmoins, dans cet abattement est globalement celui que je viens de décrire. Et mais je sais pas si tu veux qu'on en parle dès maintenant, mais il y a un autre énorme avantage qui est celui de la transmission. Ouais, si vas-y, il faut faire les bonnes nouvelles un peu là. Alors, donc sur les bonnes nouvelles sur la transmission, c'est que en fin de compte, grâce au contrat d'assurance vie, tu as une exonération, on va dire, par bénéficiaire. Donc ça, c'est peut-être un point important à avoir en tête, c'est que quand tu fais un contrat, tu as une personne qui est l'assurée, puis tu as des bénéficiaires. Donc tu vas décider au moment d'ouvrir ton contrat des clauses, par exemple, je te donne un exemple très bête, ça peut être par exemple mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Tu peux en mettre autant que tu veux. Alors, je laisse peut-être Frédéric répondre à ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite. Donc ça veut dire que toi, Frédéric, tu ouvres un contrat, par exemple, pour toi, et derrière, tu mets autant de bénéficiaires que tu veux. Tu les désignes. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Ça veut dire qu'on divise dans le nombre de Tu peux mettre même des codes parts, en fait. Tu peux mettre des codes parts, en fait. Tu peux décider de mettre un peu plus sur l'un que sur l'autre. Tu peux faire du favoritisme. Exactement. Ok. Il y a des limites légales, effectivement, dans le favoritisme, mais oui, tu peux un petit peu faire du favoritisme. En fait, pour revenir à ça, donc par bénéficiaire, alors c'est là où ça devient toujours un petit peu compliqué, parce qu'on est quand même en France et ça reste du droit français. Pour les versements qui ont été versés avant 70 ans, tu as un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc ce que ça veut dire, c'est que par exemple, imaginons un cas très simple, tu as 2 enfants, tu désignes tes 2 enfants à parts égales, et in fine, ton contrat vaut 300 000 €. Donc, chacun récupère 150 000 € et il n'y a pas d'imposition. Ok, bon, pour ceux qui découvrent un petit peu tout ça, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est juste qu'effectivement, il y a quelque chose à savoir, notamment cette histoire d'abattement avant les 70 ans. Excuse-moi, il y a aussi des termes extrêmement jargonneux, parce que ce que Clément vient d'expliquer très simplement à propos des bénéficiaires, techniquement, ça s'appelle une clause bénéficiaire. Oui. Voilà. Alors déjà, tu découvres ton contrat d'assurance vie, on va te parler de clause bénéficiaire, c'est un peu abstrait tout ça, mais Clément l'a très bien expliqué. Ouais. Écoute, c'est gentil, mais effectivement, c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'en fait, on a fait là, récemment sur l'ouverture justement du contrat, on a fait des interviews, des visios avec des premiers clients, et le nombre de clients, effectivement, quand on leur posait la question de quelle clause bénéficiaire, ils disaient, mais attendez, j'en en ai aucune idée. Déjà, il y a le terme clause, oui. Ensuite qu'on associe au terme bénéficiaire, et c'est là que tout devient impersonnel, incompréhensible.
Voilà. Et donc, c'est ce qu'il faut, parce qu'on va essayer de faire pendant cette heure, mais c'est ce qu'il faut vraiment expliquer. Tout est, en définitive, assez simple, y compris la motivation, pourquoi est-ce qu'on a ce cadeau fiscal, etc. Tu parlais des crypto-monnaies, tout à l'heure, on va y parler, mais les crypto-monnaies dans l'assurance vie, par rapport à l'introduction que j'ai faite, on voit que l'État n'a pas forcément intérêt à flécher l'épargne dans un truc qui lui échappe complètement. Parce que un des pouvoirs régaliens d'un État, c'est quand même de battre monnaie. Donc, voilà. Donc oui, donc là, tu es en train de nous dire, un petit spoiler, que c'est peut-être pas pour tout de suite les cryptos dans l'assurance. Je ne dis pas que c'est pas impossible, mais je dis que la logique, elle est relativement éloignée de celle dans l'intérêt de l'État. Non, mais c'est vrai que c'est bien de réfléchir comme ça, on comprend mieux pourquoi tel ou tel produit est disponible et pourquoi tel ou tel produit ne l'est pas. Tu parlais d'âge, Clément. Il y a une limite d'âge pour ouvrir une assurance vie. À quel âge on peut ouvrir une assurance vie? Alors non, on peut en ouvrir après. Qui peut ouvrir une assurance vie, voilà. Ou qui ne peut pas, plutôt. Ça va peut-être plus simple. Alors en fait, la réponse va un petit peu dépendre notamment des conditions générales de chaque contrat. De manière générale, les assurances vie, c'est pour les personnes physiques et généralement quand même pour les résidents fiscaux français. Alors il me semble que certains contrats peuvent parfois autoriser des résidents fiscaux non français, mais globalement, c'est quand même plutôt les personnes physiques qui résident en France, et ça marche aussi pour les personnes mineures. Donc on peut ouvrir un contrat au nom de son enfant, par exemple, ou de ses enfants. Ça, c'est également possible. Et par rapport à l'âge, effectivement, donc non, en fait, je parlais de la limite des 70 ans, parce qu'il se trouve que le traitement fiscal n'est pas le même selon que tu aies versé les primes avant ou après 70 ans. Si on veut être un peu exhaustif, après 70 ans, tu vas avoir un abattement global, donc pour tous les bénéficiaires, de 30 500 € sur les primes versées. Donc, imaginons que tu aies versé 100 000 €. Eh bien, en fait, on va déduire 30 000 € qui ne passeront pas, enfin, qui ne seront pas imposés lors de la transmission. Et autre avantage, l'intégralité des intérêts, donc des gains générés sur ces primes versées après 70 ans, sont également exemptés d'impôt sur la succession. Donc, en fait, c'est juste que les règles sont un petit peu, généralement considéré comme un petit peu moins favorable après 70 ans par rapport à avant 70 ans. Donc c'est vrai que pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être que l'ouvrir avant 70 ans, c'est plus intéressant. Voilà, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour prévenir et prendre un petit peu d'avance. Jusqu'à combien de contrats on peut avoir? Parce que là, dans les chiffres que j'ai donnés en début d'émission, 19 millions de personnes qui en ont et 56 millions de contrats. Ouais, voilà, t'as répondu. Je peux avoir autant de contrats que tu veux, non? Ouais. Donc, après, il ne faut pas avoir une montagne de contrats sur la tête. Parce que déjà, je pense que comprendre ce qu'il y a dans un contrat, c'est un petit peu compliqué. Savoir ce qu'il y a dans les contrats, c'est encore souvent... Enfin, beaucoup de Français sont très éloignés de ça. Ils savent qu'ils ont un contrat d'assurance vie. Alors, les multiplier, il faut véritablement avoir une stratégie qui peut s'expliquer d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir quelques contrats, mais il ne faut pas non plus être suréquipé. Je peux poser une question peut-être d'ailleurs à Frédéric directement. Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi j'ai vu quelques clients qui multipliaient les contrats dans l'objectif d'avoir le FGAP, là, le fonds de garantie d'assurance de personnes. Désolé avec les acronymes, parfois je m'y perds un petit peu. En fait, il y a une garantie de 70 000 € par assuré, par assureur. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en tant qu'assureur? Ça me choque pas. Il y a un dispositif qui existe, toutes les stratégies sont entendables dès lors que des dispositifs est là. Et s'il y a des gens qui ont compris le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer, c'est pas forcément idiot. Okay. Alors là, on parle de quoi exactement? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de garantie, des fonds qui sont garantis? Là, c'est hyper hermétique le sujet qu'on vient d'évoquer. Alors vas-y. Alors en gros, si jamais, ce qui est quand même très rare, parce que pour le coup, là, Frédéric connaît ça par cœur, mais l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est en gros le gendarme de l'assurance, à peu de choses près, et de la banque aussi d'ailleurs, mais... si jamais un assureur avait de gros soucis et venait à faire faillite, il y a un fonds de garantie, comme d'ailleurs tu l'as pour les banques, qui s'élève et qui garantit le capital à hauteur de 70 000 € par compagnie d'assurance, par assuré. Donc là, c'est se dire, est-ce qu'il ne faut pas faire, ne pas dépasser les 70 000 et ouvrir autant d'assurance? Ce qu'évoque Clément, c'est vachement intéressant, c'est que chacun a sa vision du monde. Donc tu peux avoir une vision optimiste, avoir qu'un seul contrat en disant de toute façon ça va super bien marcher, voilà, et j'ai confiance dans ma compagnie quoi qu'il arrive et dans ce qui se passe globalement dans l'économie, sur les marchés. Puis après tu peux être vraiment stressé de la vie et tu te dis tout assureur quel qu'il soit, avec des grands noms, AXA, Generali, UAP, ça peut fondre les plombs demain matin. Donc je vais étaler mes risques et je vais aller chaque fois au taquet de la couverture que m'offre quelque part l'État de 70 000 €. Mais c'est quand même une vision assez sinistre du monde. Mais on peut l'accepter, on peut l'entendre. Rappelle-toi, après la chute de Silicon Valley Bank, aux États-Unis, il y a eu toute une mode où les gens, en fait, dispatchaient leur argent chez le
grand nombre de banques pour éviter d'avoir des problèmes potentiels. Et après, c'est comme toujours dans les sujets, c'est aussi pour ça qu'il y a un régulateur qui s'appelle l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et des risques. De résolution. Qui est là pour superviser l'activité des assureurs, parce que un assureur, mine de rien, il a une sacrée responsabilité, parce que quand tu donnes ton argent à l'assureur, c'est lui quelque part qui juridiquement détient l'argent. D'accord. Donc il a ton argent dans ses livres, mais ça devient son argent quelque part. Il en est comptable. Et donc il te doit la liquidité, c'est-à-dire que tu dois pouvoir récupérer ton argent en quelques mois, 2 précisément. Et quand tu fais du fonds en euros, tu sais, le fameux placement dont je te parlais tout à l'heure, le capital est garanti, parce que c'est plutôt fléché, techniquement ça amène à flécher cet argent vers les emprunts d'État, vers les OAT. Il te doit ton capital. D'accord. Donc, c'est une sacrée promesse. Et alors, c'est intéressant. Et aussi, autre question, est-ce qu'il y a un plafond de versement dans les assurances vie ? Est-ce que c'est nos limites ou comment ça se passe ? À ma connaissance, c'est nos limites. Après, il peut y avoir des conditions spécifiques de chaque contrat qui peuvent limiter ce que tu peux mettre sur tel ou tel type de support. Mais sur le principe, il n'y a pas de plafond, quoi. C'est pas comme un PEA, non. Non, c'est pas comme un PEA. Donc cette responsabilité fait qu'il y a une supervision de l'État, parce qu'on imaginons qu'il y ait un gros assureur, effectivement, qui fasse défaut, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas assurer la liquidité, ou qu'il ne puisse pas garantir le capital. Enfin, c'est une perte de confiance totale, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer en termes de traînée de poudre vis-à-vis de la défiance de tous les assureurs. Enfin, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais il y a eu une crise en 2011 qui s'appelait la crise grecque, c'est pas si loin que ça. Voilà, il y a une perte dans un pays sur le système bancaire du pays. Du jour au lendemain, on voit des files derrière les distributeurs bancaires pour retirer des billets en liquide. Donc ça fait partie des événements, évidemment. Personne ne veut vivre ça, mais la psychologie de la personne dont tu parlais tout à l'heure, qui multiplie les contrats pour être dans le plafond de 70 000 euros, c'est cette peur-là, quoi. Bon, Frédéric nous dit de toute façon, n'ouvrez pas trop de contrats d'assurance vie, parce qu'on ne sait même pas si on peut avoir confiance en l'État, entre guillemets, in fine, même si, mais a priori, aujourd'hui... C'est autre chose, même si on a une petite difficulté à boucler un budget avec la France, enfin, les Français sont riches. Voilà, je pense qu'il faut bien comprendre qu'un assureur vie prend un engagement, c'est pas qu'un truc technique, impersonnel, on signe pas un contrat, on est face à quelqu'un, face à soi, qui va promettre la liquidité, donc qui doit être capable de te rembourser à tout instant, et qui garantit le capital quand c'est sur le fonds euro, donc c'est pas neutre. Alors, tu as parlé, Clément, du PEA tout à l'heure. Je voudrais faire une mini-négression là-dessus. C'est assez intéressant. Donc, le PEA, plan épargne en action, ça nous permet d'investir, en gros, dans des actions françaises et européennes. Ouais. On peut mettre des ETF aussi à l'intérieur. Alors, bon, c'est pareil, ça a été créé par l'État pour flécher l'épargne. Il y a un avantage fiscal après 5 ans où il n'y a pas la flat tax. Et il n'y a pas l'impôt sur le revenu. Où on n'a pas, oui, enfin, effectivement, là, il n'y a pas les 30%, on arrive à 18%. Non, on arrive à 17,2%, ouais. En fait, t'as pas l'impôt sur le revenu de la flat tax. Voilà. Donc, avantage fiscal quand même après 5 ans. Et puis, bon, avec alors, dans l'État, avec des ETF un peu synthétiques, on peut un peu tricher et s'exposer à des marchés américains, par exemple. Souvent, nous, dans cette émission, on dit, voilà, le premier truc à faire, en tout cas quand on est jeune, c'est d'ouvrir un PEA. Et parfois, on se dit, on parle aussi de l'assurance vie. Quel est l'avantage pour une jeune personne ? Parce qu'on a parlé effectivement de transmission, mais quelqu'un qui commence tout juste à travailler, etc., a priori, si tout se passe bien, ne pense pas tout de suite à la transmission. Quel avantage pour les jeunes à l'assurance vie que n'a pas forcément le PEA, par exemple ? Alors, moi, je peux te répondre en tout cas assez simplement. J'ai une vision assez forte sur ce sujet-là. Une conviction, en tout cas, c'est... Moi, je serais même encore plus conservateur que ce que tu décris. Les personnes qui me contactent en me disant « j'ai quelques milliers d'euros à placer », moi, le premier conseil que je leur dis, c'est maxer votre livret A. Enfin, en tout cas, faites une épargne de précaution de 6 mois sur votre livret A et ensuite, on parlera d'autre chose. Et ça, c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur parce que je vois beaucoup de gens investir leurs premiers 1 000 euros sur des choses parfois assez risquées. Alors, il y a un peu de manière de voir les choses. Soit on se dit, un peu comme ce que disait Frédéric, j'ai 20 ans, mes premiers 1 000 euros, je les referai. Ça, c'est... Ouais, c'est même pas cette psychologie-là, je vais les refaire. C'est, oui. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. mais in fine, tu vois, à 20 ans, t'as perdu, mais c'était, entre guillemets, moins grave. Ce serait, tu vois, c'est à 65 ans, quelqu'un part à la retraite, il perd toute la vie pour se refaire. C'est ça. Donc voilà, mais je pense que ça, c'est quand même assez important de se dire, voilà, on crée d'abord l'épargne de précaution. Après, le PEA a des avantages absolument évident. Néanmoins, tu peux mettre beaucoup moins de choses sur un PEA que sur une assurance vie. Sur une assurance vie, tu vas pouvoir mettre des fonds évidemment
de n'importe où dans le monde, des ETF, des SCPI, des fonds de private equity. Enfin, en fait, le fonds euro dont on a déjà parlé, la gamme des possibles sur une assurance vie est bien plus large que sur un PEA. Bon, et justement, là, très concrètement, les gens qui nous écoutent, ils ont déjà une assurance vie ou alors ils veulent en ouvrir une. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Comment ça se passe ? On va voir un assureur, on lui dit, voilà, moi je veux une assurance vie, j'ai tel profil de risque et puis on s'en occupe pas. Ou alors on peut dire, bah moi j'aime bien tel produit, j'aime bien tel ETF, je voudrais faire un peu de SCPI, je voudrais faire un peu d'obligataire, je voudrais faire... Comment ça se passe en fait là, moi je vais faire l'ancien, je vais en faire un peu d'histoire. Hein. Faut toujours faire l'histoire des choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où un bon contrat d'assurance vie est considéré comme une belle offre par le marché. Alors, quand je dis le marché, c'est les assureurs, les médias, voilà, et sans doute une grande partie des assurés, parce qu'il y a une offre la plus large possible. En fait, tu as vu un produit, tu vas le trouver dans ce contrat-là. Alors, ça vient de quoi ? C'est l'issue d'une évolution qui date d'une 30aine d'années, qui est ce qu'on a appelé l'industrie de la banque assurance. Avant, en France, tu avais les banques et les assureurs. C'était pas le même métier. Puis un jour, les banquiers n'ont eu de cesse que de vouloir faire le métier des assureurs parce que tu captes beaucoup d'épargne. Tu réassures, là, le mot d'assurance. Moi, assurance vie, tu vois, assurance, c'est rassurant, quoi. Tu vois. Tu vas créer des vocations, là, fais gaffe. Hein. Voilà, mais oui, j'espère. Et de l'autre côté, évidemment, les assureurs rêvaient de faire le métier de banquier. Tout ça, c'est venu le monde de la banque assurance. Et évidemment, pour aller démarcher les clients des uns et des autres réciproquement, il fallait que, par exemple, tu puisses trouver le fonds A qui était vendu par la banque dans ton contrat d'assurance vie et vice-versa. Il fallait que la banque propose dans son propre contrat d'assurance vie le fonds B qui était proposé par l'assureur qui est en face. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec des contrats d'assurance vie dans lesquels potentiellement tu pouvais investir dans ce qu'on appelle des supports. Les supports, c'est les UC, j'arrête pas de dire des gros mots. Les unités de compte. Des unités de compte, et tout ça, ça va être les actions, les obligations, les CPI, les trackers. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, les unités de compte, est-ce que c'est pas un peu tout sauf les emprunts d'État ? Exactement. C'est ça. Hein, c'est sauf le fonds en euros. Okay. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé avec un marché qui, quelque part, pour moi, a fait croire qu'un bon contrat d'assurance vie, c'était un contrat dans lequel tu pouvais trouver tout ce que tu voulais. En fait, tu rentres chez Casino ou Carrefour, tu as les mêmes produits. Et après, tu as des petites différences de prix, mais il y en a tellement que tu ne sais plus où tu en es, quoi. Même en regardant les têtes de gondole, tout se ressemble un peu. Donc, c'était le résultat d'une guerre commerciale. Bon. Et personne, à un moment, s'est dit, ce qui compte, en définitive, c'est peut-être d'avoir un bon contrat. Un bon contrat, c'est quoi ? C'est je place mon capital, ça me rapporte combien, et combien, à la fin de la journée, je récupère au global par rapport aux frais, et ce que j'ai gagné. Voilà. Et donc, c'est ce qu'avec Clément, mais là, peut-être que j'ai introduit une question qui allait venir, c'est ce qu'avec Clément, on a essayé de faire. C'est ce qui compte, c'est pas la largeur de l'offre, c'est la qualité de ce qu'on va trouver. Voilà. Et de l'autre côté, c'est les frais proportionnellement à la qualité des produits que je vais trouver. Ok, alors ça, on va y revenir. Là, je propose qu'on finisse un petit peu d'expliquer comment ça marche, etc., pour arriver à la fin aussi à expliquer vous ce que vous proposez et pourquoi, pour qu'il y ait une sorte de comparatif, qu'on comprenne, parce que là, j'ai peur que si on en parle maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas tous les éléments, se disent « Attendez, il me parle de frais, mais je ne sais pas de quel frais il me parle, etc. » Dans une assurance vie aussi, une question qui revient beaucoup, c'est quel est le rendement qu'on peut espérer ? Alors, je vais vous laisser répondre, mais c'est pas évident parce que j'imagine que ça dépend un petit peu de cette répartition qui était de dans quoi on investit. Alors, je repoursuis un petit peu ma question, même si tu as déjà commencé à y répondre. C'est typiquement, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que je vais chez un assureur et je peux directement choisir autopiloter, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais gérer ce que je mets à l'intérieur, je pioche, et je dis, j'achète ça, je vends ça, je conserve ça, etc. Ou alors, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Les deux, mon capitaine. Ouais, c'est les deux, c'est possible. En fait, ce que tu décris, dans un cas, c'est ce qu'on va appeler un peu, pour reprendre les termes du jargon, c'est la gestion libre. Je vais choisir moi-même mes supports, que ce soit du fonds euro ou des unités de compte. Et puis tu as une autre option pour des gens qui ne se sentent peut-être pas en capacité d'aller sélectionner par eux-mêmes. Et tu vas avoir ce qu'on va appeler de la gestion profilée, de gestion pilotée, gestion sous mandat. Enfin, il y a plein de variations de ce genre de choses. Mais in fine, globalement, c'est que tu délègues à quelqu'un d'autre selon effectivement ton profil, donc qui a été déterminé. Donc c'est un peu comme un test de personnalité, tu vois. Donc on va te demander qu'est-ce que tu ferais dans telle situation ? Est-ce que tu es plus à même d'investir dans un produit dont les courbes de risque qu'on peut te présenter ressemblent plus à ci ou à ça ? Et donc à partir de là, généralement, on développe tous à peu près des algorithmes qui vont dire toi, tu es un profil défensif, ou au contraire, toi, tu es un profil dynamique. Et donc en fait, sous ces termes de défensif, prudent, etc., se cache
un appétit au risque. Et donc ça répond aussi partiellement à ta deuxième question sur le rendement. On le dit toujours, plus le rendement est élevé, généralement, plus le risque est élevé. Et donc en fait, si on va te déterminer un profil avec un fort appétit au risque, profil du coup plutôt dynamique, tu peux espérer un rendement plus élevé, mais avec une volatilité et des pertes potentielles plus importantes. Justement, par rapport à ça, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut tout perdre dans une assurance vie ? Si tu es en UC, oui. Tu peux, si tu peux tout perdre, peut-être pas tout, mais tu peux perdre une grosse proportion de ce que tu as investi. Ouais. Alors, en gros, si je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux emprunts d'État, il y a différents noms, je sais pas, l'OAT, enfin bref, voilà. Ça, théoriquement, je dis bien théoriquement, c'est garanti. Le fonds en euros, c'est garanti. Voilà. Parce que le sous-jacent, c'est de l'emprunt d'État, donc tu es couvert. Et que l'assureur aussi, attends, il n'y a pas que ça, c'est que l'assureur aussi a mis de l'argent dans sa compagnie suffisamment pour couvrir les pertes, même s'il y avait des pertes sur les emprunts d'État. Mais comme les emprunts d'État, statistiquement, tu ne perds jamais, voilà, c'est là où tu es le plus couvert et c'est garanti. Ok, et après, donc ça, cette partie-là, elle est garantie. Et après, j'imagine que le risque de perte, ça va dépendre du sous-jacent qu'il y a derrière. Bon, voilà, une action, ça peut aller à 0. Du private equity, ça peut aller à 0. Enfin, voilà. Après, attention. Peut-être pas à 0, mais tu peux perdre mais beaucoup d'argent. Mais en tout cas, il y a un risque de perte en capital. Oui. Voilà. Alors, parce que je trouve quand même, Clément, que tu deviens un peu assureur sur les bords. Ah bon ? Parce que tu as parlé hyper technique, jargonnage, épargne. Moi, pour reprendre, il y a un fantôme chez toi. Ouais, voilà, je sais pas si vous entendez, mais il y a des tests de radiateurs, je pense à côté. Il fait froid, on est en décembre. C'est ça. En fait, pour faire simple, tu peux faire ton assurance vie comme tu rentres dans un restaurant. Tu demandes la carte et tu as les premières pages, c'est le menu. Donc là, on te déroule un programme, tu vois, pour ton déjeuner ou ton dîner. Donc là, c'est pareil, l'assureur, il va te dire, moi, tiens, j'ai cette formule-là. Là, ça va être un peu plus épicé. Un peu plus, tu vois, un peu relevé, ouais. Un peu plus relevé. Donc là, je vais te mettre des actions, je vais te mettre peut-être un peu plus d'obligations, moins de fonds en euros, tu vois. Et de l'autre côté, je vais te faire un truc plutôt dimanche midi, repas de famille. Et là, ça va être plutôt, tu vois, beaucoup de fonds en euros, peut-être de l'IMO, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça. Et au milieu de ça, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Donc c'est un peu fait pour toutes les psychologies d'épargnants et d'investisseurs. Avec quelques limites aujourd'hui, on l'a parlé tout à l'heure par exemple des cryptos, où tu les trouves pas encore dans les fonds, dans les contrats. Dans les contrats, ok. Bon, en gros, pour résumer, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission. À chaque fois, souvent, les gains sont proportionnels au risque. Moins on fait du risqué, souvent, moins il y a de gains. Et plus on va faire du risqué, plus il y a de gains potentiels, mais plus il y a aussi de pertes potentielles, évidemment. Typiquement, en ce moment, sur un fonds en euros, c'est quoi un peu le rendement ? On est à combien de pourcents par an ? Ça dépend. Un fonds en euros chez Quorum, on est très élevé. Il est au-dessus de 4 depuis, ça va faire la troisième année. Au-dessus de 4% là ? Entre 4,5. Cette année, ça sera au-dessus de 4 et les 2 dernières années, on fait 4,30 et 4,50. Ok, ce qui est beaucoup pour ceux qui nous... C'est énorme. Pour un fonds euro, c'est énorme. Ouais. Les fonds euros classiques, je crois que c'est 2,5% à peu près l'année dernière. Ouais. Alors, il y a eu tout un phénomène là depuis quelques années où il y a des aides commerciales. Des boosts, ils ont aussi, alors, on va pas rentrer dans la technique, mais l'assureur, en fait, dans le fonds en euros, il n'est pas obligé de vous donner tout le rendement, il peut en mettre de côté. Donc pendant des années, ils en ont mis de côté quand les taux étaient beaucoup plus élevés. Et ils les reversent maintenant. Donc ce qu'on appelle, ça vient rebooster le fonds euro. On va dire que le fonds euro a pris quelques couleurs au cours des 2-3 dernières années avec la montée des taux. Ok, peut-être. Non, c'est juste un point hyper important ce que vient de dire Frédéric. En fait, notamment pour nos auditeurs, peut-être de faire un tout petit peu attention à ces fameuses offres dites boostées, dont en fait la durée est généralement assez courte. Et donc en fait, vous allez avoir un taux, un peu plus élevé que ce qu'on a d'habitude, qui vous êtes garanti pendant 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Mais en fait, après, vous allez retomber sur le taux standard du fonds euro. Et donc ça, c'est quand même un point, peut-être quand même pour les auditeurs à garder en tête, de bien lire les petites lignes, notamment quand vous voyez des offres spéciales, taux boostés, etc. Donc on comprenne bien, un taux boosté, c'est quoi ? C'est un taux qu'on garantit alors que normalement, c'est pas garanti. Et Non, mais commercialement, on va te faire une promesse d'un rendement plus élevé pendant quelques mois ou un semestre ou 2 semestres. Voilà. Et donc l'assureur reprend d'une poche pour remettre dans l'autre et vient de booster ton rendement marginalement. Oui, c'est comme les abonnements chez certains opérateurs téléphoniques. Mais attention, après 12 mois, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et après, on peut expliquer rapidement pourquoi est-ce que les rendements sont si faibles sur le fonds en euros, parce que tout le monde a oublié, mais une vingtaine d'années, un fonds en euros, ça faisait quand même 5%, 6%.
Sauf qu'à l'époque, les obligations, ça pouvait délivrer du 6, du 7, du 8. Donc ils ont acheté les assureurs avec le fonds euro ont acheté beaucoup de papiers obligataires avec des rendements élevés. Et puis ensuite, il y a eu toute cette période de baisse des taux jusqu'en 2022. Voilà où là, ils ont acheté du papier de moins en moins cher avec des taux de plus en plus faibles. À la fin, pour acheter du papier, le papier d'État, le papier allemand était négatif. Tu achetais les obligations d'État allemands, il fallait payer pour les acheter. Et pour la France, on n'était pas très loin de zéro non plus. Donc, en fait, comme ça a été des gros moments de collecte, ils ont rajouté de la masse avec moins de rendement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les fonds euros ont une performance relativement modeste, mais ils offrent une énorme qualité, même si ça n'est que 2,5 en moyenne, capital garanti. Voilà. Et ça, quelque part, on est dans un monde où ça peut avoir une vraie valeur. Pour certaines personnes, ça a clairement une vraie valeur parce qu'il y a des gens qui sont complètement averses au risque ou alors qui ont besoin de cette liquidité parce qu'ils ont des projets assez court terme. Et effectivement, quand on va sur des actifs plus risqués, souvent il faut voir plus long terme. Les frais. Là, on parle quand même, il y a des avantages fiscaux. Ça nous permet d'avoir une gestion potentiellement pilotée si on veut. Il y a des gens qui travaillent derrière, faut les rémunérer. Comment ça se passe? À quel moment? En gros, on doit payer à partir de l'ouverture jusqu'à l'exit entre guillemets de l'assurance vie. À partir de quand commencent les frais et concrètement, on paye quoi quand on paye des frais en assurance vie? Déjà, on va faire peut-être une ouverture, une présentation un peu plus large de ces frais, des produits qui permettent d'avoir une fiscalité avantageuse. C'est que généralement, quand l'État flèche l'économie dans un sens ou dans l'autre, qu'elle met en place un dispositif pour flécher l'épargne, généralement, il y a une industrie qui se met en route pour prélever une partie de cette économie. C'est normal, il y a une ingénierie. On a tous entendu parler des programmes immobiliers défiscalisés. Ça fait le bonheur de beaucoup de promoteurs, de produits défisques, etc. La rénovation énergétique. La rénovation, les girardins industriels, il y a 20 ou 30 ans, tout ça. Donc ça, c'est normal. Il y a un dispositif fiscal qui existe et il y a des gens qui montent une ingénierie pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc, dans le contrat d'assurance vie, on va dire qu'il y a plusieurs grands types de frais. Alors, il y a les frais à la souscription. C'était une constante il y a 10 ou 15 ans, ça a quasiment disparu, il y en a de moins en moins. Ensuite, il y a les frais de gestion propres au contrat qui peuvent prendre plusieurs formes. Tu as les frais de gestion sur l'encours, après tu peux avoir des frais de gestion sur les arbitrages. Bref, il y a une certaine créativité autour de ça. Et puis ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, c'est mis dans une enveloppe fiscale qu'on appelle le contrat d'assurance vie. D'accord ? À l'intérieur, tu vas retrouver soit ton fonds en euros, qui lui-même a ses propres frais, parce qu'il faut gérer le fonds en euros. Et ensuite, tu vas trouver les UC, qui elles-mêmes ont leurs propres frais. En gros, il y a les frais d'enveloppe et les frais des sous-jacents qui sont dans l'enveloppe. Alors, les frais d'enveloppe, ils ont une justification, parce que il y a quand même un service qui est rendu, c'est l'assureur qui promet la liquidité. Donc pour ça, il faut que lui-même mobilise des capitaux. Quand il va te proposer les produits que tu vas trouver dans l'enveloppe, il faut qu'il les sélectionne, il va passer du temps, de l'énergie. Il faut qu'il les gère aussi quand tu vas la racheter et vendre. Donc il y a tout un dispositif de frais qui, en définitive, est relativement compliqué souvent à comparer parce qu'ils ne sont pas forcément au même endroit, dans les mêmes proportions. Donc là, c'est là que ça devient très compliqué. Il faut être assez attentif. Et c'est là qu'il faut un petit peu s'investir en tant qu'épargnant pour comprendre ce qui se passe. Ok, et vas-y. Effectivement, il y a un élément sur les frais qui sont aussi que ça sert à rémunérer les distributeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette chaîne de valeur, il faut bien garder en tête que l'assureur, c'est entre guillemets le producteur. Il crée, c'est lui qui assure le contrat. Et alors, dans certains cas, il peut aussi le distribuer. Et dans la plupart des cas, c'est une distribution hybride où il va en distribuer en partie et puis il va passer par des tiers. En l'occurrence, Louvainvest est un de ces tiers, sur notamment le contrat dont on va parler après. Et donc, tu as une rémunération aussi via ces frais. Donc, en fait, il y a à la fois la rémunération du service de l'assureur et du service de distribution et de conseil. Et justement, dans les frais, là, il y a une question qui m'était venue, mais là, je viens de l'oublier, évidemment. Mais c'était notamment sur les performances, on en a parlé. D'ailleurs, là, il y a des questions qui reviennent, que vous avez régulièrement, donc qu'on n'aurait pas forcément abordé là. Sur le contrat d'assurance vie ? Ouais, sur l'assurance vie en général. Je sais pas si... Non, la constante qui est quand même assez incroyable, et tu l'as dit en introduction, c'est que c'est sans doute le produit d'épargne le plus populaire en France. Et quand tu poses la question, à qui que ce soit d'ailleurs, c'est est-ce que vous avez lu votre contrat d'assurance vie ? Donc 99,99% des cas, c'est non.
Très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? C'est quoi les points d'intention ? C'est quoi les trucs à regarder absolument là, on va être honnête avec toi. Un contrat d'assurance vie, ça fait une 40aine de pages. Alors, même un dimanche de novembre bien pluvieux, où vraiment il n'y a plus rien à la télévision, tu peux prendre ton courage à deux mains, mais au bout de 4 pages, tu as décroché, parce que le problème, c'est que c'est quand même extrêmement technique. Donc c'est là que les professionnels de la distribution, comme Louvain-Vest, ont une vraie valeur ajoutée, parce qu'ils ont fait ce boulot, et donc ils vont pouvoir te le synthétiser et te l'expliquer en des mots assez simples. Voilà, c'est quand même un truc qui est assez aride. Et après, le deuxième sujet qui, pour moi, est le plus important au-delà de ce formalisme, c'est que qu'est-ce que j'ai dans mon contrat d'assurance vie ? Quand tu poses la question aux gens, 80% des cas, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, en gros, tu as mis ton argent dans une enveloppe qui s'appelle l'assurance vie. À quoi ça a servi ? Où est parti mon argent ? Et qu'est-ce que ça va me ramener au fond ? Et combien ça me ramène tous les ans ? Il y a peu de gens qui sont capables de répondre. Et ben justement, on va zoomer là-dessus en détail. Là, ma question, ça m'est revenu. C'était plus sur la liquidité. Tu en parlais, Frédéric, tout à l'heure. Tu parlais de 2 mois, je crois. Comment ça se passe ? J'ai de l'argent dans une assurance vie, je veux la retirer. Alors, que ce soit avant ou après les 8 ans, on a compris que la liquidité était la même avant ou après. C'était juste l'avantage fiscal qui arrivait après les 8 ans. Est-ce qu'il y a une obligation ? Est-ce qu'il y a une... Comment ça se passe ? Alors, le 2 mois, c'est un maximum, c'est pas un minimum. Voilà. Et oui, l'assureur est contraint de te rembourser dans ce délai-là. Mais quel que soit le sous-jacent ? Oui. C'est-à-dire que même si t'es dans du private equity, alors c'est là que l'assureur peut aussi se prémunir, parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à vendre. Ça peut être du private equity, ça a été récemment certaines grosses SCPI, où là les assureurs ont pu mettre des clauses par moment qui limitaient cette liquidité. Mais c'est quand même relativement encadré, c'est-à-dire qu'on comprend bien que dans ce dispositif-là, alors il peut aussi y avoir des lois d'exception, qui peuvent permettre à l'assureur d'éviter d'avoir décaissé trop vite si de l'autre côté lui n'arrive pas à vendre ou s'il fait trop de pertes. Mais on va dire que ce dispositif-là, il est quand même bien encadré et qu'en général, il y a peu de problèmes pour récupérer son argent. Historiquement, dans ton contrat d'assurance vie, depuis 50, 70 ans, tout le monde a pu retirer son argent sans aucun problème dans le délai imparti. Mais c'est important quand même parce que là, en fait, ce qui est compliqué, c'est souvent dans cette émission, on parle d'un sous-jacent en particulier. Ça peut être les cryptos, ça peut être, là, il y en a pas dans l'assurance vie, mais ça peut être la bourse, ça peut être le private equity, ça peut être l'immobilier, ça peut être les CPI. Et en fait, chaque actif, chaque sous-jacent a sa propre liquidité. Typiquement, on dit souvent dans cette émission, le private equity, en dessous de 7 ans, faut pas y aller. Mais dans une assurance vie, c'est un peu contre-intuitif de se dire que l'assureur va avoir une obligation de liquidité sur un truc qui ne l'est pas. On est entièrement d'accord. C'est pour ça que l'assureur peut se prémunir en disant tu peux pas faire, je dis n'importe quoi, plus de 10% de private equity. Ou il va te dire, si tu fais du private equity, très bien, mais le jour où tu veux sortir, tu vas me payer 5% de frais de retrait. En fait, pour dissuader le fait que tu demandes la liquidité. Voilà. Il peut mettre aussi des clauses spécifiques. Et en même temps, tu peux avoir des choses absolument qui vont les unes contre les autres. Par exemple, tu peux avoir des fonds de private equity qui peuvent demander aux assureurs de s'engager à ne pas demander le retrait avant un délai de 3-4 ans ou 5 ans. Et de l'autre côté, ils ont la promesse de te rembourser en 2 mois à tout instant. Donc tu vois qu'il y a des choses qui se télescopent. Et ça va être dans tout le détail de ce qu'il y a dans ton contrat. C'est toutes les petites lignes, toutes les petites clauses, tout ça est prévu. Et c'est ce qui permet au global d'avoir une liquidité. Mais en contrepartie des liquidités, sur certains sous-jacents, comme tu l'as dit, qui ne sont pas liquides, soit l'assureur est très riche, il va dire quoi qu'il arrive, je te paye, je ne mets pas de contraintes. Il y a quand même des limites à tout. Soit au contraire, il va te mettre des clauses, il va limiter un certain nombre de choses. Ok, très clair. Je propose, on va prendre un cas concret en fait pour les contrats. On va scanner votre contrat tout simplement. On va voir un petit peu quel sous-jacent il y a, c'est quoi les frais pour bien comprendre et vous allez nous expliquer. D'abord, on a reçu une question de Catherine qui nous dit: est-ce qu'on peut débloquer l'intégralité d'une assurance vie pour faire un prêt immobilier et quelle fiscalité derrière au moment de la déclaration d'impôt? Alors donc je pense que je comprends de la question, c'est que cette personne voudrait clôturer son contrat du coup, quand elle dit, ce que tu dis, débloquer l'intégralité. Est-ce qu'on peut débloquer l'intégralité d'une assurance vie pour faire un prêt immobilier? Je suppose que du coup, elle souhaite se servir du montant qu'elle a sur son assurance vie comme d'un apport. C'est ce que je comprends aussi. Ok, bon, donc dans ce cas, la réponse est oui. Tu peux faire ce qu'on appelle un rachat total de ton assurance vie. Tu vas du coup récupérer les montants que tu avais placés initialement. La fiscalité, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si jamais ça fait moins de 8 ans, tes gains sont soumis à la flat tax normale. Si ça fait plus de 8 ans, tu as un abattement. Donc, selon les montants, selon les gains que tu as, soit tu vas consommer intégralement cet abattement et peut-être que du coup, tu auras un surplus de gains qui sera imposé de manière standard. Soit, si par exemple, tes gains sont modestes,
ou que tes versements étaient assez limités, eh ben, ton abattement pourra peut-être s'appliquer et consommer l'intégralité des gains générés. Donc ça dépend vraiment de ton contrat. Puis, alors, il y a peut-être un truc, Clément, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a peut-être un truc plus malin à faire. Ne pas le fermer complètement. C'est qu'elle peut dire à son banquier, attendez, je vous donne en garantie d'un emprunt que vous me faites mon contrat, d'accord, ce qui permet, si le rendement de son contrat, mais faut-il qu'elle le vérifie, est supérieur au coût de la dette de ton emprunt immobilier, elle va faire un gain et sans avoir à payer la fiscalité. Voilà. C'est pas toujours très facile. C'est pas toujours très facile, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça s'appelle un crédit lombard et c'est un crédit collatéralisé par l'assurance vie. Et elle peut même regarder, pour aller encore plus loin, si son banquier veut pas, peut-être que son contrat permet de faire ce qu'on appelle des avances. Alors, le problème des avances, c'est que c'est sur des durées courtes, mais c'est un peu la même logique sur des durées courtes. Bon, Catherine va faire du business, là. Il va falloir regarder un petit peu. On voit que c'est des choses assez simples. Alors, tu vois, tu viens de le dire, tu as utilisé le terme, c'est ce qu'on appelle du lombard. Ouais. Donc, tu vas dans une. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce que c'est. Lombard, on ne voit pas ce que c'est, mais en fait, tout ça est extrêmement simple. En fait, il faut toujours regarder une situation. Voilà, j'ai un actif d'un côté, de l'autre côté, j'ai un besoin de financement. Comment est-ce que je peux me servir de l'un pour faire l'autre? Et est-ce que j'ai l'intérêt à bazarder, à se liquider l'un qui va me ramener n'importe quoi? Peut-être que mon contrat avec les sous-jacents qu'elle a lui ramène 5% par an. L'autre côté, si elle paye sa dette à 3, c'est un peu dommage parce que si elle garde l'un et qu'elle fait l'autre en mettant l'autre en garantie, elle va gagner 2 sans rien faire. Bon, et il faut regarder. Donc l'assurance vie peut être un collatéral. Ouais, ça peut être. Ok. C'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Tu as des banques, notamment des banques en ligne assez connues, qui proposent ça à partir de 200 000 euros d'encours. Ok. Non, mais intéressant. Pour prendre un cas concret, là, si on arrive chez vous dans le contrat, typiquement Louvain-Invest, dans quoi on peut investir concrètement? Comment ça se passe? Est-ce que comme on disait tout à l'heure, est-ce que je choisis? Est-ce qu'on le fait pour moi? Est-ce que je remplis un petit papier en disant voilà, j'ai tel niveau de risque, c'est ça mes objectifs, et après je me laisse faire en piloter? Est-ce que dans quoi on peut investir concrètement? Alors, avant même de parler du contrat Louis Infinity, peut-être juste, en tout cas, avant de parler du détail des UC, peut-être rappeler en fait ce qu'est le contrat qu'on a fait ensemble. Donc Louvain Infinity, c'est effectivement un contrat qui est assuré par Corum Life, qui est donc la compagnie d'assurance du groupe Corum dont nous avons déjà parlé. Donc là, c'est l'assureur Frédéric. Voilà. C'est ça. Exactement. Non mais pour c'est ça. Voilà. Frédéric, qui du coup via Corum Life assure le contrat, qui est donc distribué par Louvain-Invest. Par Clément. Voilà, c'est ça. Bah oui, non mais il faut être aller concret. jusqu'au bout. Voilà. Et donc ce contrat, effectivement, a été conçu, comme le disait Frédéric, pour avoir une gamme d'unités de compte, donc de support, qui soit en fait assez large, on va dire, en typologie d'actifs qu'on peut mettre dedans, mais sans se prêter à cette espèce d'énumération infinie de supports qui, et là je rejoins beaucoup Frédéric là-dessus, en fait, finalement, nuisent, je trouve, à la clarté et à la compréhension du contrat de la part des assurés. Souvent, quand on va dans un restaurant et qu'il y a trop de choses sur la carte. Si on vous fait du kebab, du burger, du libanais et du chinois, c'est pas terrible, quoi. Bon, voilà. Et donc là, on a essayé de faire un truc où, en tout cas, on peut faire de la fusion, mais on fait de la fusion avec des bons ingrédients. On va dire ça comme ça. Et donc, les bons ingrédients qu'on a choisis sont évidemment des SCPI, donc notamment les SCPI du groupe Corum, quelques SCPI qui ne sont pas du groupe Corum. Nous avons également des fonds obligataires. Nous avons évidemment le fonds euro dont nous vous parlions, Corum Eurolife, qui est, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Frédéric, mais qui est le meilleur fonds euro en performance l'année dernière. Performance pure, c'est-à-dire que si on parle que du muscle, c'est le meilleur du marché, sans être commercial. Et juste pour bien comprendre, pour ceux qui n'auraient pas toutes ces nuances-là, donc le fonds obligataire, il y a quoi? Il y a le fonds euro. Il n'y a que de l'État français dedans? Non. Ou non, pas que. Non, c'est alors le fonds. Alors on caricature en disant qu'il n'y a que l'État français, mais normalement ça sert à ça. Par contre, on va mettre comme l'assureur prend un risque, c'est de garantir le capital. Il ne va pas investir son argent n'importe où. Donc, il flèche essentiellement vers les OAT, et notamment l'État français, bien évidemment. Et puis après, il peut faire des entreprises, mais avec un niveau de dette de ce qu'on appelle de très haute qualité. Je ne vais pas employer le terme anglais, mais voilà. Donc, on va acheter, par exemple, des très grandes entreprises avec une qualité de contrat dans la dette qui est de très haut niveau. Et donc, c'est considéré comme presque aussi solide que l'État. Par exemple, tu achètes des obligations Louis Vuitton, c'est même mieux coté que l'État français. Voilà. Et donc, nous dire que Louis Vuitton c'est plus safe que pour les prêteurs, moins cher. On leur prête moins cher. C'est ce que dit le marché. Et tu prêtes moins cher à Louis Vuitton qu'à l'État. Donc ça veut dire qu'il y aurait moins de risques. Bon, après. Non, mais en fait, je voulais la différence entre le fonds euro et le fonds obligataire. C'est quoi Alors justement, dans ce fonds euro, tu peux mettre tout ce que tu veux.
Puisqu'à la fin de la journée, c'est l'assureur qui garantit le capital. Mais t'imagines bien que si tu mets que des actions, tu mets que du Nasdaq, il faut que l'assureur soit sacrément riche avec son propre argent pour se dire en cas de perte, c'est moi qui vais rembourser le client avec mon propre argent. Donc l'assureur, il va faire en fonction de ses moyens financiers. Et de l'autre côté, il va mettre dedans ce qui lui paraît nécessaire pour faire la performance. Mais il peut faire que de l'OAT, mais s'il avait mis que de l'OAT en 2022, en gros, son fonds euro aurait fait 0. Et s'il avait mis que des actions, il aurait peut-être fait 7 ou 8, mais par contre, en cas de problème de liquidité, il fallait qu'il assure avec son propre argent. Donc en gros, est-ce qu'on peut dire que fonds euro, c'est garanti, et le fonds obligataire, c'est pas garanti. En gros, c'est ça un peu Alors les obligations, c'est juste un support. D'accord ? Tu as des actions, des obligations. Tu peux très bien avoir dans les fonds euros, tu peux très bien trouver des obligations d'État, des obligations comme des obligations Louis Vuitton. Tu peux très bien trouver des actions. Si l'assureur se dit moi j'ai assez d'argent pour couvrir des actions, j'y vais, tu peux très bien trouver des SCPI. Si l'assureur dit moi j'ai confiance dans les SCPI que j'achète et je prends le risque de liquidité. Ça arrive ça, bien sûr. Bien sûr. Mais après le fonds euro en fait tu choisis pas, hein. C'est l'assureur qui choisit lui-même. C'est l'assureur qui choisit ce qu'il y a dedans. En fait l'assureur il te fait une promesse, c'est qu'il te garantit le capital. Après, il y a un constat, c'est la performance qu'il donne avec le fonds euro. Et entre les deux, il te promet... Après, il se débrouille, quoi. Après, il se débrouille. Okay, c'est son risque. Mais pour faire ça, il a des fonds propres au capital de donc sa monnaie de réserve, son argent de réserve. Et c'est pour ça que tout ça est régulé. Parce que tu vois bien que la tentation pourrait être grande par certains, alors qu'ils n'ont pas les moyens de booster le fonds euro, alors qu'ils n'ont pas les fonds propres pour garantir la liquidité. Mais du coup, donc ça, c'est le fonds euro, effectivement, où l'assureur fait ce qu'il veut. Donc là, tu en parlais tout à l'heure de pilotage. Fonds euro, tu n'as pas le contrôle. En revanche, tu as une garantie, ce qui est énorme. Sur les fonds obligataires, en fait, tu as un peu de tout et n'importe quoi. Parce que comme le rappelait Frédéric, les obligations, c'est une des grandes catégories d'instruments financiers. Et tu peux avoir des fonds obligataires qu'on va appeler high yield, qui vont donc chercher plus de rendement et généralement du coup accepter plus de risques. Et tu vas avoir des fonds obligataires très peu risqués, et notamment l'extrême de ça va être ce qu'on va appeler par exemple des fonds monétaires, qui vont être sur des obligations dont le niveau de risque, alors j'ai pas envie de dire qu'il est nul, mais il est censé être excessivement faible. D'ailleurs, tu peux retrouver dans les UC en direct, comme dans le fonds euro, la même chose. La seule différence, mais tu ne le sauras pas dans le fonds euro exactement ce qu'il y a, la seule différence, c'est que l'un est garanti, pas l'autre. Ok, bon, très clair. Donc là, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là dans votre contrat là, si on pousse des SCPI, des fonds obligataires du fonds euro et des ETF. Donc des ETF, on va avoir du MSCI World, du Nasdaq. Alors là, j'emploie des termes parce que je suppose peut-être que ton audience en a peut-être déjà entendu parler, mais on pourra détailler. C'est des trackers très large spectre. Donc le MSCI World, comme le nom l'indique, va être un tracker monde entier. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. On va avoir du CAC 40, donc les entreprises françaises, de l'Eurostoxx, donc les entreprises européennes, donc à la fois le Eurostoxx 50 et le Stoxx Europe 600, donc les 50 ou 600 plus grosses entreprises européennes. Voilà, donc en gros, on a quasiment toutes les classes d'actifs qui sont représentées au sein du contrat. Ok, et pas de stock picking, c'est-à-dire que là, c'est que des ETF. On s'est retrouvé assez vite là-dessus avec Frédéric sur cette idée que le stock picking n'était pas nécessairement quelque chose qu'on voulait pousser en priorité. Ok. Donc là, ça nous fait des ETF, des SCPI, du fonds euro du coup garanti, des obligations, de l'obligataire. Alors, les obligations, on va dire plutôt high yield, à haut rendement. Voilà, sur un BI, donc voilà, pour aller très précisément, il y a un fonds, donc Quorum BI, qui est Butler Enterprise High Yield. Donc High Yield, c'est dans le nom, haut rendement. Et à l'inverse, le plus safe, si je puis dire, serait Visio, qui lui, pour le coup, est obligation plus court terme. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est d'élargir la gamme, puisqu'on va mettre un petit peu de private equity. On va proposer du private equity. Et puis, de fil en aiguille, on va élargir l'offre en fonction de ce que nous demanderons aussi nos clients. Et au niveau des frais, très concrètement, ça se passe comment chez vous ? Alors là, on a du coup une étude des Échos qui a fait une analyse sur 10 ans en prenant l'intégralité des frais dont parlait Frédéric tout à l'heure. Donc à la fois les frais de versement qui, il se trouve sur Infinity, sont de 0. C'est vrai que c'est quand même aujourd'hui devenu... alors, j'ai pas envie de dire la norme, parce qu'on trouve encore des contrats sur lesquels il y a des frais de versement de 1, 2, 3%. Et ça, s'il y en a, typiquement, c'est un red flag total, ou alors parfois ça peut se justifier En fait, c'est comme tout, il faut regarder l'ensemble de l'économie. Enfin, moi, en tant qu'assureur, je suis un peu conflicté à m'exprimer là-dessus, mais il faut regarder globalement la performance de ce qu'on va avoir et le coût. En fait, est-ce que j'ai des coûts ? Est-ce que le service que j'ai en face, je retrouve mon argent ? Est-ce que c'est mieux ou pas que ce qu'offre le reste du marché ? Nous, on a pris le parti pris de ne pas avoir
de frais de versement. Disons de manière générale que, de manière diplomatique, les contrats qui ont encore des frais de versement sont rarement mieux-disants sur les autres frais. Tu vois, par exemple, si tu avais des frais de versement mais que tu avais quasiment 0 de frais de gestion, pourquoi pas, comme le dit Frédéric, parce que les frais de gestion sont récurrents. C'est une compensation, quoi. Voilà, c'est ça. Dis, voilà. Mais c'est quand même généralement, en fait, tu retrouves un peu au fond de la classe, un peu les mêmes qui vont avoir des frais de versement, des frais d'arbitrage, des frais de retrait, des frais de gestion assez élevés. Voilà. Donc nous, sur le contrat, on a pris un choix assez clair. C'est pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage et des frais de gestion, donc les frais de gestion sur les supports en unité de compte. C'est un point très important que je suis obligé de préciser, c'est qu'il y a des frais du fonds euro qui sont aussi en fait faibles sur le fonds euro Coram Eurolife de 0,6%, mais sur les supports en unité de compte, le contrat supporte des frais de 0,39% par an, ce qui est sur des contrats comme ça en architecture ouverte le meilleur du marché, en tout cas de l'analyse qu'on a pu faire. Alors quand tu dis en architecture ouverte, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on propose en fait une gamme de produits qui est diverse, donc qui va inclure des ETF, des fonds obligataires, voilà. Donc l'architecture ouverte, c'est le fait d'avoir différents fournisseurs au sein du contrat. D'accord, donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est à une époque où il y avait un peu que les produits de la banque en question. Là, on peut aller piocher un petit peu à droite à gauche, c'est ça l'idée? Exactement. Frédéric, ok. Bon, on a déjà fait pas mal le tour là sur l'assurance vie. Est-ce qu'il y avait... ouais, non, peut-être par rapport à la question, je me disais, voilà, quelqu'un qui est plus jeune, etc. L'avantage, en tout cas, ou alors là où ça peut être complémentaire par à un PEA, c'est quoi? C'est qu'on retrouve des produits qu'il n'y a pas dans le PEA, tout simplement. Il y a autre chose. Tu vas pas pouvoir faire d'immobilier dans le PEA. Alors si, tu peux en faire. Tu peux acheter des foncières cotées. Enfin, acheter des foncières cotées, c'est plus l'immobilier, tu fais de la bourse, puisque la valeur de l'action, on voit que c'est rarement corrélé avec la valeur d'immobilier. C'est complètement corrélé avec la valeur des marchés financiers. Voilà, donc private equity aussi, ça va être compliqué. Voilà, donc le PEA, il a une utilité, il flèche ton épargne dans un sens, et il a beaucoup d'avantages. L'assurance vie, elle permet une plus grande diversité en termes de placement, et puis quelque part avec un dispositif fiscal qui au bout de 8 ans devient intéressant. Qui ressemble un peu au PEA en fait à cet égard, parce que ça joue sur la même chose qui est une durée minimale, 5 ans sur le PEA, 8 ans sur l'assurance vie, et alors dans le cas de l'assurance vie, un abattement sur les gains pour l'IR, enfin pour l'impôt sur le revenu, et dans le cadre du PEA, une exonération, mais en tout cas c'est un peu comparable, mais comme le dit Frédéric, notamment, tu peux pas mettre des SCPI dans un contrat de PEA, et tu as pas d'avantage à la transmission dans ton contrat de PEA, donc c'est quand même deux contrats, à mon sens, qui ont d'énormes synergies et une force à être mis en complémentarité. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre là, mais j'ai une question il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir si l'assurance vie, selon vous, pourrait répondre à ça. C'est quelqu'un, c'est une maman qui voulait ouvrir une sorte de contrat, qui voulait investir pour sa fille, qui est mineure, et elle se demandait ce qu'elle pouvait faire. En fait, l'idée, c'est de lui ouvrir quelque chose et qu'elle puisse, je crois que la fille a 14 ans de mémoire, elle voulait lui ouvrir un contrat pour que derrière, dans quelques années, qu'elle puisse commencer à investir et tout simplement que l'argent travaille, quoi, et que derrière, elle puisse récupérer cet argent, mais tout en ayant le contrôle le contrôle de l'argent jusqu'à la majorité de sa fille, et qu'après elle puisse le récupérer un peu quand elle veut. Est-ce que dans ce cas-là, la mère en question, est-ce que si elle ouvre une assurance vie pour sa fille, ça peut être intéressant? Ou alors elle s'ouvre une assurance vie à son nom, la mère, et elle met la fille en bénéficiaire? Comment ça peut... Ou je suis à côté de la plaque, là en fait, les deux sont possibles. Elle peut ouvrir un contrat d'assurance vie au nom de sa fille ou ouvrir un contrat en son nom et mettre sa fille en bénéficiaire. Disons que dans un cas, si tu mets ta fille en bénéficiaire, l'intérêt, c'est que ta fille l'aura... Enfin, en tout cas, elle peut clôturer avant son contrat si elle le souhaite, mais... le cas le plus standard, c'est que la fille aurait les gains, toucherait entre guillemets l'argent qui a été mis sur l'assurance vie au décès de sa maman. Donc potentiellement, si la fille a 14 ans, je suppose que la maman n'en a pas 70, et donc que ça pourrait mettre un petit moment. Il n'y a que ce cas-là pour transmettre. Là, où ça pourrait mettre une mauvaise ambiance dans la famille. Oui, c'est sûr, d'accord. Ah non, mais vu comme ça, c'est clair que c'est peut-être donc, pas il vaut mieux qu'elle ouvre un contrat au nom de sa fille. Voilà. Au moins, c'est safe. C'est ça. Et la fille, elle peut pas le gérer tant qu'elle n'a pas 18 ans, j'imagine. Elle peut discuter avec sa mère. D'ailleurs, ça peut être un moyen. C'est ce que je trouve assez sympa d'ouvrir un contrat pour ses enfants, c'est que ça permet aussi quelque part de les éduquer, de partager avec eux, de les laisser réagir, de partager son expérience. Oui, donc effectivement, il vaut mieux mettre au nom de la personne, sinon ça peut mettre une ambiance particulière, suivant les cas. Voilà, c'est ça. En fait, dans tous les cas, tout dépend. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de choses que là, on pourrait ouvrir complètement ce sujet, mais parce qu'il y a tout le sujet du coup des donations, des différents seuils
jusqu'auquel on est capable de donner tous les 15 ans à ses enfants de manière gratuite, etc. Mais disons qu'effectivement, si elle veut faire une donation, c'est intéressant d'ouvrir un contrat au nom de sa fille. Ok, intéressant. Bon, merci beaucoup. On a fait un beau tour là quand même sur toutes ces histoires d'assurance vie. Si vous voulez revenir bientôt, nous expliquer un petit peu les évolutions. Si vous voulez qu'on se refasse un live avec des questions. D'ailleurs, je le répète, continuez à nous envoyer vos questions. Là, c'était un peu un focus assurance vie, donc on n'a pas pris de questions concrètes, mis à part certaines que j'ai données. Mais évidemment, continuez à nous envoyer vos questions. On les lit et on vous répondra. Allez, comme je l'ai promis, on finit quand même avec les questions cash. Première question cash, l'investissement casino, je le rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, mais si vous avez une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, qui n'est pas celle de vos clients, si vous avez un pari un petit peu spéculatif à faire là, maintenant, tout de suite, vous irez dans quoi, Clément ? Moi, ce serait investir sur la start-up d'un copain, parce que ça mêle à la fois le potentiel de retour si jamais ça marche super bien, et l'aventure entrepreneuriale avec quelqu'un à qui on tient, donc je trouve ça sympa. Ok, donc un peu 2 en 1, tu vis un petit peu... c'est autant social que financier, je dirais. Peut-être même plus social que financier, je sais pas. Il est riche. Ouais. Non, je pensais plutôt à l'aventure sociale, pardon, je pensais pas... Non mais ok, Frédéric. Ouais, moi c'est plutôt assez reptilien, c'est lié à mon expérience. Alors tu fais un emprunt sur Ouais. Alors l'histoire inverse, l'histoire exactement inverse, c'est que je me suis beaucoup endetté. J'ai vendu tout ce que j'avais quand le CAC en 2008 avait dû descendre à 2800, 2700 points. J'étais me positionner en bourse à mort. Et c'est très reptilien parce qu'une fois qu'un marché s'est scratché, la seule probabilité, c'est qu'un jour il remonte. Alors évidemment, il y a des choses qui remontent jamais. Tu vois, par exemple, moi, j'aurais pas été faire d'immobilier en Grèce pour tout un tas de raisons. Mais c'est un truc, du coup, que j'ai expérimenté plusieurs fois, que j'ai beaucoup fait avec Quorum. Et aller sur les marchés sinistrés une fois que tout le monde s'est empalé. Et toi, tu vois, c'est la vieille expression, hein, acheter au son du canon, revendre au son du clairon. Pour faire ça, ça demande un petit peu de courage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on est bien dans le consensus. Il faut avoir une certaine prise de recul en se disant, tout le monde me déconseille de le faire parce que ça vient de se casser la figure, mais c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà. Par contre, il faut le faire avec un peu de discernement parce qu'on ne peut pas aller sur tout ce qui s'est cassé la figure. Mais je le répète, hein, il y a beaucoup moins de risques à acheter quand un truc s'est cassé la figure que quand il est au plus haut. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ces derniers temps dans pas mal de domaines et on se rend compte que la martingale, elle est assez efficace. Alors, ce qui est important, c'est peut-être de bien comprendre pourquoi ça s'est cassé la gueule, entre guillemets. C'est-à-dire que l'endroit où il y a le moins risque, c'est quand le marché, lui, s'est cassé la figure. Parce que le sous-jacent, il peut toujours fonctionner. Ça peut toujours être rentable. C'est-à-dire ce sur quoi parier le marché peut toujours fonctionner, peut toujours être rentable. Par contre, tout le monde est parti en courant parce qu'il y a une mauvaise info qui n'était pas fondée ou que les marchés, c'est ce qu'on entend en ce moment, enfin la bourse, il y a une espèce de bad buzz sur l'IA. Dans quelques temps, ça va peut-être être bon d'acheter de l'IA quand tout le monde sera parti en courant et aura pris ses gadins. Et tout le monde vous dira qu'il ne faut pas y aller parce que c'est... Puis on n'a pas envie d'aller dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère. Mais au contraire, c'est là qu'il faut se positionner. Deuxième question cash. Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous allez le déterrer dans 10 ans. Vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs, vous pouvez mettre plusieurs choses, vous mettez à l'intérieur, Clément? Écoute, donc en gros, de ce que je comprends de la question, c'est un truc dans lequel tu crois et finalement que tu voudras pas arbitrer parce que c'est haut ou c'est bas. Tu investis là, tu fermes les yeux, tu les rouvres dans 10 ans. Alors franchement, dans ce cas-là, une part de SCPI. Ça va générer des rendements tranquillement et dans 10 ans, on verra combien ça vaut. J'espère que vous entendez, je crois qu'il y a le voisin qui prend un bain. Donc, mais normalement, ou dans les T-Rex micros... qui hurle dans une canalisation. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Mais alors, le deuxième question cash, l'investissement. Disons exactement la même question, Frédéric. Je fais de l'IMO parce que l'IMO est intéressant. En ce moment, on sort d'une crise, même si c'est en train de se relever, il y a des coups à faire. De l'Angleterre, parce que moi je suis très confiant sur l'Angleterre, qui est un pays avec beaucoup de ressorts, même si ça va pas très bien depuis le Brexit. C'est intéressant ça, parce que du coup j'entends beaucoup dans ces émissions de recommandations entre guillemets. Personne m'a dit l'Angleterre, tiens. T'es le premier, oui, parce que les Anglais ils savent ils sont assez. Depuis la France, on a du mal à les comprendre, mais des États-Unis, pour des raisons, on va dire, géostratégiques,
un peu de Chine. Et là, dans tout ça, je mets 40% d'IMO pour les raisons que tu viens de dire. Pas n'importe quel IMO, mais je mets de l'IMO. Je mets de l'obligataire et je mets de la bourse, histoire d'être un peu réparti. Ok, là on est ceinture bretelle. Juste dernière question sur l'IMO. L'IMO, tu le fais en France, à l'étranger, tu le fais où? Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ouais. Okay. Alors, dans le monde, on va dire Europe, la grande Europe, les États-Unis et le Canada. Voilà. Et sur les marchés qui sont les plus déprimés, en ce moment, le marché américain est absolument extraordinaire. C'est le marché le plus intéressant en termes de rendement. Voilà, comme c'était le cas de la France il y a quelques temps, mais c'est un marché qui a été plus déprimé que le marché français ou allemand. Ok. Voilà. Ok. Bon, bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir fait tout ce focus là un petit peu sur l'assurance vie. Et quant à vous, si vous avez encore des questions, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément répondu, continuez à nous les envoyer. Évidemment, on reparlera de cet investissement entre guillemets préféré des Français. Merci Clément Renaud d'avoir été avec nous. Merci. Donc, je rappelle que tu es cofondateur de Louvre Invest. Merci beaucoup Frédéric Puzin, du coup président et fondateur de Quorum. Continuez à nous envoyer vos questions et puis évidemment, prenez le contrôle de votre argent.